Nous arrivons à la fin d'une année et au commencement d'une autre, et ce moment apporte quelque chose de puissant, une véritable opportunité de faire les choses autrement. Non pas parce que tu aurais échoué auparavant, mais parce qu'aujourd'hui tu vois plus clair. La plupart des gens traversent les années comme on traverse une rue en regardant son téléphone. Distrait, pressé, sans vraiment prêter attention au chemin. C'est pourquoi il ne faut pas voir 2026 comme un simple redémarrage, mais comme une année à traverser en regardant ta propre vie en face. Les vieilles habitudes sont difficiles à abandonner, et lorsqu'il n'y a pas de direction claire, ce sont toujours elles qui finissent par gagner. C'est précisément pour cette raison que, dans cette vidéo, je veux te parler de faire les choses autrement, pas dans le discours, mais dans la pratique. Il ne s'agit pas de t'exiger davantage. Il s'agit d'apprendre à mieux vivre. Des pratiques simples, concrètes, faciles à appliquer, qui ramènent la présence, la solidité et la clarté dans le quotidien. De petites décisions qui, mises bout à bout, transforment complètement la manière dont tu traverses l'année. 2026 peut être une année réellement vécue, avec plus de calme, plus de concentration, plus de respect pour toi-même. Non pas parce qu'il existerait une promesse que tu ne te perdras jamais, mais parce que tu sauras mieux gérer ce qui se présentera. Il ne s'agit pas de croire que tout ira bien, mais de savoir faire face à ce qui arrivera. Chaque pratique que tu découvriras ici ne change pas seulement ton année, elle transforme la personne que tu deviens au fil des mois. Tu réagis moins, tu choisis davantage. Tu ressens plus d'équilibre, plus de contrôle, plus de sens dans ce que tu fais. Alors, n'accepte plus de passer plus de temps à survivre qu'à vivre. Le contrôle de ta vie, un jour à la fois, à partir de maintenant. Numéro 1, écris. Si ton esprit est constamment rempli, confus, accéléré, il existe une chose simple que tu peux faire pour remettre de l'ordre, écrire. Pas pour devenir écrivain. Pas pour que ce soit beau. Mais pour agir avec plus de clarté. Marc Aurèle faisait cela chaque jour. Peu importe qu'il soit fatigué, sous pression ou au cœur d'une situation désespérée. Même au milieu du chaos, il écrivait pour aligner son esprit avant d'affronter le monde. C'était comme aiguiser son épée avant d'entrer au combat. La plupart des gens essaient de tout résoudre dans leur tête. Le problème, c'est qu'un esprit saturé fonctionne comme une pièce plongée dans le noir. Tu trébuches sans cesse sur les mêmes obstacles parce que tu ne vois pas clairement. Écrire, c'est allumer la lumière. Ce qui était confus se sépare. Ce qui paraissait immense devient plus petit. Ce qui relevait de l'impulsion se transforme en choix. Dès que tu écris, quelque chose change immédiatement. L'anxiété diminue. Le corps se détend. Les réactions automatiques perdent de leur force. C'est comme retirer le poids d'un sac à dos dont tu n'avais même pas conscience. Tu commences à mieux penser, parce que tu cesses de courir après tes propres pensées. N'en fais pas quelque chose de compliqué. Un simple cahier suffit. Quelques lignes sont déjà efficaces. Écris ce qui t'a mis mal à l'aise dans la journée, ce qui t'a fait perdre ton équilibre, l'endroit où tu as perdu le contrôle, ou ce que tu aurais pu faire différemment. La page devient un espace sûr pour décharger l'excès avant qu'il n'explose en une mauvaise décision. Les stoïciens le savaient, ils comprenaient qu'un esprit désordonné vit en mode réaction. En écrivant, tu crées un espace entre le stimulus et la réponse, et dans ce petit espace naît le contrôle de soi. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Celui qui écrit régulièrement commence à mieux se connaître. Il perçoit ses schémas, identifie ses déclencheurs, apprend de ses propres erreurs. Et cela produit quelque chose de puissant, la confiance. Parce que tu n'es plus prisonnier de l'impulsion, tu commences à agir avec intention. Comme l'a dit Anne Frank, le papier est plus patient que les personnes. Tu n'auras pas toujours quelqu'un pour t'écouter réellement, avec le temps, la disponibilité ou la maturité nécessaire pour comprendre ce que tu ressens. Souvent, lorsque tu essaies d'expliquer, on t'interrompt, on te juge ou on te comprend de travers. Sur le papier, cela n'arrive pas. Quand tu écris, tu n'as pas besoin de te défendre, ni de convaincre, ni de tout organiser pour paraître fort. Tu peux être honnête, tu peux être confus, tu peux être incomplet. Et c'est précisément là que la clarté commence à apparaître. Si tu veux commencer 2026 différemment, commence par le plus simple. Prends 5 minutes par jour. N'attends pas l'envie. N'attends pas le silence parfait. Écris même sans inspiration, car la clarté vient après l'action, pas avant. Si cette habitude a du sens pour toi, écris dans les commentaires, j'écris tous les jours. Non pas comme une promesse, mais comme une méthode pour mieux penser et agir avec plus de clarté. Numéro 2, réveille-toi tôt. Je le sais, tu es fatigué. Il se passe beaucoup de choses. Dormir est confortable. Mais il existe une habitude simple qui change complètement la manière dont tu entres dans ta journée, te réveiller tôt. Pas pour souffrir, mais pour reprendre le contrôle. Marc Aurèle en parlait avec clarté. Il disait qu'au moment de l'aube, lorsque l'envie de rester au lit apparaît, il faut se rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas né pour te cacher sous les couvertures. Tu es né pour agir.
C'est la différence entre commencer la journée en réagissant et commencer la journée en décidant. La plupart des gens se réveillent trop tard, dans la précipitation. Ils ouvrent les yeux et attrapent immédiatement leur téléphone, règlent les problèmes des autres, entrent dans la journée avec l'esprit en désordre. C'est comme commencer une course en trébuchant dès le premier pas. Se réveiller tôt change tout. Tu gagnes de l'espace. Tu gagnes du silence. Tu gagnes du temps pour toi, avant que le monde commence à te tirer dans toutes les directions. Il y a quelque chose de particulier dans les premières heures du matin. Tout est encore calme. Les exigences ne sont pas encore là. Les notifications ne dominent pas encore ton attention. C'est le seul moment de la journée où la vie ne t'a encore rien demandé. Et c'est précisément à ce moment-là que tu dois te lever. Se lever tôt n'a rien à voir avec la productivité extrême. Il s'agit d'intention. C'est envoyer un message clair à toi-même, je ne vis pas en mode automatique. Je ne commence pas la journée à éteindre des incendies. Je commence la journée en choisissant. Si tu as du mal à te lever tôt, le problème n'est pas la volonté. C'est la routine. Bien dormir fait aussi partie de la discipline. Se coucher à la bonne heure est une forme de maîtrise de soi. On ne peut pas exiger de la clarté le matin quand on vit dans le chaos le soir. Et cela ne signifie pas tout faire. Cela signifie faire l'essentiel. Un peu de silence. Un peu de mouvement. Quelques minutes de lecture ou d'écriture. C'est comme aligner le volant avant de prendre la route. Quand tu te réveilles tôt, tu entres dans la journée avec calme. Et celui qui commence avec calme décide mieux. Il réagit moins. Il se perd moins. Non pas parce que la journée devient facile, mais parce que tu y es entré préparé. Si tu veux changer ta vie en 2026, ne commence pas par vouloir tout changer. Commence par changer la manière dont tu entres dans ta journée. Lève-toi un peu plus tôt. Crée cet espace. Protège cet horaire. Car celui qui maîtrise ses matins commence à maîtriser sa propre routine. Et voici l'engagement pratique. Si cette habitude a du sens pour toi, écris dans les commentaires, je commence mes journées avec intention. Non pas comme une belle phrase, mais comme un rappel quotidien que ta vie ne commence pas quand le monde t'appelle. Elle commence quand toi, tu décides de te lever. Numéro 3, fais des choses difficiles. Si quelque chose est difficile, c'est bien souvent pour cette raison même que cela en vaut la peine. La majorité des gens fuient l'inconfort en permanence, puis s'étonnent de ne pas grandir, de ne pas mûrir, de ne pas développer de force intérieure. Les stoïciens le savaient. Ils ne traitaient pas le corps avec un confort excessif, mais avec une rigueur consciente. Sénèque disait que le corps doit être entraîné pour ne pas devenir désobéissant à l'esprit. Quand le corps commande, l'esprit obéit. Quand l'esprit commande, la vie avance. Faire des choses difficiles est un entraînement émotionnel, mental et du caractère. Il ne s'agit pas de souffrance gratuite, mais de résistance. Comme pour un muscle, s'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de croissance. Te lever plus tôt que tu ne le souhaiterais. Tenir tes promesses, même sans envie. Faire ce qui doit être fait quand personne ne regarde. Affronter les tâches que tu repousses sans cesse. Ces petites difficultés construisent quelque chose de grand, la confiance en toi. Lorsque tu te prouves, encore et encore, que tu es capable de faire ce qui est difficile, quelque chose change à l'intérieur. Tu doutes moins. Tu cesses de te saboter. Tu arrêtes de fuir. Tu commences à te voir comme quelqu'un de fiable. Et tu n'as pas besoin de commencer par quelque chose d'extrême. Commence par choisir des inconforts volontaires. Boire plus d'eau aujourd'hui. T'entraîner quand ton corps réclame le repos. Avoir cette conversation difficile que tu évites depuis longtemps. Honorer un engagement, même sans motivation. Chaque choix difficile est un vote en faveur de la personne que tu es en train de devenir. Les stoïciens recherchaient les défis, car ils savaient qu'une vie trop facile affaiblit l'esprit. Une vie sans résistance engendre l'impulsivité, la paresse et l'évitement. À l'inverse, une vie faite de défis conscients forge la solidité intérieure. Tu ne grandis pas quand tout est confortable. Tu grandis quand tu tiens bon dans l'inconfort. Et voici le point central, faire des choses difficiles aujourd'hui rend la vie plus légère demain. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu deviens plus capable, plus solide, mieux préparé pour y faire face. Réfléchis-y un instant. Cette déception qui t'a fait souffrir ne t'a-t-elle pas appris à mieux observer les gens avant de leur faire aveuglément confiance? Cette période financière difficile ne t'a-t-elle pas obligé à mieux organiser tes dépenses, à cesser de vivre dans l'improvisation? Ce moment où tu as dû tenir seul ne t'a-t-il pas montré que tu étais plus fort que tu ne l'imaginais? Le poids existait déjà, mais c'est la difficulté qui t'a rendu plus fort pour le porter. C'est pourquoi fuir ce qui est difficile ne te protège pas, cela t'affaiblit. La croissance ne vient jamais du confort. Elle naît du choix conscient d'affronter. Alors choisis quelque chose de difficile à faire. Quelque chose qui exige de la discipline. Quelque chose qui te sort du pilotage automatique. Quelque chose qui t'oblige à agir en adulte, et non comme un esclave de l'impulsion. Pas pour te punir, mais pour te renforcer. Et voici l'engagement pratique.
Si cette habitude a du sens pour toi, écris dans les commentaires, je fais ce qui doit être fait. Non pas comme une phrase de motivation, mais comme une décision. Car celui qui fuit la difficulté vit bloqué, tandis que celui qui l'affronte construit une vie capable de supporter le poids de la réalité. Numéro 4, fais un peu, tous les jours. Personne ne change de vie de manière magique ou instantanée. Ne te mens pas à toi-même. Tu ne deviens pas une autre personne simplement parce que l'année a changé, parce que tu as fait une promesse ou ressenti un pic de motivation. Le vrai changement demande du travail. Il prend du temps. Les révélations soudaines sont surestimées. Les transformations profondes sont rares, et lorsqu'elles arrivent, elles sont presque toujours silencieuses et progressives. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Zénon, fondateur du stoïcisme, disait « Le bien-être se conquiert peu à peu, mais ce n'est pas peu de choses. » Grandir n'est pas faire un saut, c'est avancer par pas. De petits pas, répétés, constants. La plupart des gens se trompent parce qu'ils veulent tout changer en même temps. Le corps, l'esprit, les relations, la routine, toute la vie, en quelques jours. Ils commencent pleins d'enthousiasme, s'en demandent trop, se fatiguent vite et abandonnent. Non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ont voulu aller trop vite. Pense à un arbre. Aussi grand soit-il aujourd'hui, tout a commencé par une graine. Tu peux planter, arroser, entretenir, même souhaiter qu'il touche le ciel, mais il n'existe pas de raccourci. Il n'y a que le temps. Si tu essaies de le tirer pour qu'il grandisse plus vite, tu le brises. Le progrès fonctionne autrement. Il apparaît lorsque tu te présentes chaque jour. Lorsque tu fais un peu, même sans envie. Lorsque tu améliores un détail aujourd'hui et un autre demain. C'est comme pousser un objet lourd. Au début, il bouge à peine, mais une fois l'élan pris, il devient beaucoup plus facile de continuer. Faire un peu tous les jours crée quelque chose de puissant, la constance. Tu n'as pas besoin de faire parfaitement. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu as besoin de faire. De t'asseoir, de commencer, de grandir petit à petit. Même imparfaite, la répétition vaut plus que l'intensité. Sénèque parlait de cela dans ses lettres. Il disait que chaque jour, nous devrions acquérir quelque chose qui nous rende plus forts face à la pauvreté, à la peur et à l'adversité. Par exemple, lorsque tu apprends à dire non à une dépense inutile, même si tu en as envie, tu entraînes ta résistance à la pauvreté. Car la pauvreté ne commence pas quand l'argent disparaît, mais quand tu perds le contrôle sur lui. En apprenant à te contenir aujourd'hui, tu cesses de dépendre de la chance demain. Lorsque tu ressens la peur et que tu avances malgré tout, tu entraînes ta résistance à la peur. Car la peur ne commande que tant que tu lui obéis. Chaque fois que tu agis malgré elle, elle perd un peu de son pouvoir sur toi. Et quand quelque chose tourne mal, et qu'au lieu de te plaindre, de paniquer ou de te poser en victime, tu te réorganises et continues, tu entraînes ta résistance à l'adversité. Les difficultés ne brisent pas ceux qui tombent, elles brisent ceux qui ne savent pas se relever. Apprendre à se recomposer rapidement change tout. Une idée, un apprentissage, un ajustement d'attitude. Quelque chose de petit mais conscient. Une chose par jour. Réfléchis un instant. Si tu apprenais une seule chose utile par jour, où serais-tu dans 12 mois? Dans 365 jours? Et si tu maintenais ce rythme pendant des années? Ce qui semble minuscule aujourd'hui s'accumule de façon incroyable avec le temps. Une amélioration quotidienne soutient la suivante. Une habitude renforce la prochaine. Cela n'a pas besoin d'être grand. Cela peut être une page lue, un entraînement court, une tâche accomplie sans procrastiner, une erreur corrigée, une limite respectée, une respiration profonde avant de répondre avec agressivité. Même une amélioration par mois changerait déjà beaucoup de choses. Mais quand tu fais un peu chaque jour, l'effet se multiplie. Les grandes choses naissent presque toujours de débuts modestes. Un livre, une entreprise, un corps fort, un esprit stable. Rien de tout cela ne surgit de nulle part. Tout naît de la présence, de la constance et de la patience. Lent et constant n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Adopte donc cette règle simple. Arrête de chercher de grands bouleversements. Commence à être présent chaque jour. Fais un peu, améliore un peu, avance un peu. Car au final, ce n'est pas un jour isolé qui change ta vie, mais l'accumulation silencieuse de petites actions faites avec discipline. Et voici l'engagement pratique. Si cette habitude a du sens pour toi, écris dans les commentaires, un peu, tous les jours. Pas pour les jours parfaits, mais pour les jours ordinaires, quand rien ne t'aide. Car c'est ainsi que l'on construit quelque chose de réel. Celui qui respecte le processus construit des résultats qui durent. Numéro 5, la tranquillité n'a pas de prix. Il y a une chose que beaucoup de personnes ne comprennent que trop tard, la tranquillité n'est pas un luxe, c'est une base. Sans elle, aucun succès ne tient dans la durée. Tu peux gagner plus d'argent, évoluer professionnellement, être reconnu. Mais si ton esprit vit constamment agité, irrité, en état d'alerte permanente, tout devient lourd. C'est comme courir avec une pierre dans la chaussure, tu avances, mais jamais en paix.
Les stoïciens le comprenaient parfaitement. Pour eux, la tranquillité n'était pas l'absence de problème, mais la maîtrise intérieure. Épictète enseignait que le véritable dommage ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont tu réagis intérieurement. Quand tu perds ta tranquillité, tu remets le volant de ta vie entre les mains de n'importe quelle situation extérieure. Observe le rythme de ta vie, notifications constantes, précipitations permanentes, disputes inutiles, comparaisons sans fin, opinions des autres qui entrent dans ton esprit sans y être invité. Peu à peu, tout cela érode ta paix. Pas d'un coup, mais par petites doses quotidiennes. Comme une infiltration lente. Quand tu t'en rends compte, tu es déjà submergé et épuisé. La tranquillité ne naît pas par hasard. Elle se construit. Et bien souvent, elle se protège par des décisions difficiles. Dire non, quitter des environnements qui drainent ton énergie, arrêter de débattre de tout, choisir le silence quand l'ego réclame une réponse. Car la vérité est simple, toutes les batailles ne méritent pas ton énergie, et toutes les opinions ne méritent pas ton attention. Quand ta conscience intègre cela, le silence devient ta meilleure réponse. Musonius Rufus, l'un des grands maîtres stoïciens, disait qu'une bonne vie exige la simplicité des habitudes et la fermeté du caractère. Plus il y a d'excès, plus il y a de bruit. Plus il y a de bruit, moins il y a de paix. L'esprit tranquille naît quand tu cesses de vivre en réaction et que tu commences à vivre par choix. Regarde des exemples simples. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement aux messages. Tu n'as pas besoin d'avoir raison dans chaque conversation. Tu n'as pas besoin de porter des problèmes qui ne sont pas les tiens. Tu n'as pas besoin de transformer chaque situation en urgence. La tranquillité commence lorsque tu arrêtes de traiter tout comme une urgence. Quand tu protèges ton calme, tes décisions s'améliorent. Tu parles moins, mais tu parles mieux. Tu réagis moins, mais tu agis avec plus de précision. Tu travailles avec davantage de concentration. Tu entretiens des relations plus claires. La tranquillité affine le jugement, tandis que la précipitation l'émousse. Cela ne signifie pas fuir la réalité. Cela signifie l'affronter avec sérénité. Le stoïcien n'est pas quelqu'un de froid, mais quelqu'un de stable. Quelqu'un qui ressent, sans se laisser emporter. Quelqu'un qui traverse les jours difficiles sans perdre son axe. Comme un navire solidement ancré, la mer peut s'agiter, mais il ne chavire pas. Il y a toutefois un point essentiel, la tranquillité a un coût avant de créer de la valeur. Parfois, tu paraîtras distant. D'autres fois, tu dérangeras. Tu cesseras de participer à certains jeux sociaux. Tu renonceras à certains stimuli. Mais le prix de perdre la paix est toujours plus élevé que l'inconfort de la protéger. Si tu veux grandir en 2026, traite ta tranquillité comme une priorité. Protège ce qui entre dans ton esprit, ce que tu consommes, les conversations que tu entretiens, le rythme que tu t'imposes. Moins de bruit, plus de discernement. Moins de réaction, plus de présence. Voici l'exercice pratique, observe, au fil de la journée, ce qui te vole ta tranquillité. Des personnes, des habitudes, des horaires, des excès. Puis fais un ajustement, petit mais conscient. Car la tranquillité ne naît pas de grands bouleversements, mais d'un ensemble de choix répétés. Garde cette phrase avec toi, je protège ma tranquillité. Lis-la. Répète-la chaque jour. Laisse-la devenir ta décision quotidienne. Car tout dans la vie s'améliore lorsque l'esprit est en paix, et rien ne compense le fait de vivre en guerre contre soi-même. Numéro 6, la gentillesse engendre la gentillesse. Il existe une force silencieuse que beaucoup de personnes sous-estiment, la gentillesse. Non pas comme une faiblesse. Non pas comme une soumission. Mais comme une posture consciente. Dans un monde rapide, irrité et constamment sur la défensive, être gentil est un choix actif. C'est comme baisser le volume de toutes les tensions sans jamais élever la voix. Les stoïciens comprenaient cela très clairement. Marc Aurèle rappelait que l'être humain est né pour coopérer, et non pour vivre dans une guerre permanente. Lorsque tu agis avec gentillesse, tu ne cherches pas à plaire. Tu choisis simplement de ne pas ajouter davantage de tension à celle qui existe déjà. Observe la vie quotidienne. Une réponse sèche en provoque une autre, souvent pire. Un regard dur crée de la résistance. Un mot mal choisi ferme des portes qui auraient pu rester ouvertes. L'impolitesse se multiplie rapidement, mais la gentillesse aussi. La gentillesse ne signifie pas être d'accord avec tout. Elle ne consiste pas à accepter le manque de respect. C'est savoir se positionner sans humilier. Dire non sans blesser. Corriger sans écraser. C'est la fermeté alliée à l'humanité. Sénèque disait que rien n'est plus puissant qu'un esprit calme allié à un cœur juste. Lorsque tu choisis la gentillesse, tu préserves ta tranquillité intérieure tout en influençant positivement l'environnement qui t'entoure. Les conversations deviennent moins défensives. Les conflits perdent en intensité. Les relations gagnent l'espace nécessaire pour mûrir. Pense à des situations simples, un service difficile, un collègue stressé, quelqu'un qui se trompe et s'attend déjà à être attaqué. Lorsque tu réagis avec gentillesse, quelque chose se brise dans le cycle habituel.
C'est comme retirer du bois d'un feu qui était sur le point de devenir un incendie. La gentillesse, c'est aussi savoir écouter sans préparer sa réponse pendant que l'autre parle. C'est ne pas ironiser, ne pas minimiser, ne pas chercher à rivaliser constamment. Au lieu de vouloir gagner des discussions, tu commences à construire de la compréhension. Et cela économise quelque chose de précieux, l'énergie mentale. Celui qui pratique la gentillesse avec constance perçoit une transformation importante. La vie devient plus légère. Les gens deviennent moins lourds. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu cesses d'en créer inutilement. Tu choisis de ne pas transformer chaque interaction en bataille. Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas le comportement des autres, mais que nous contrôlons toujours notre réponse. La gentillesse est l'une de ces réponses possibles. Ce n'est pas de la passivité. C'est de la maîtrise. C'est agir en accord avec la personne que tu as décidé d'être, et non selon l'humeur du moment. Il y a aussi un point essentiel à comprendre, la gentillesse revient. Pas toujours de la même personne, ni au même moment, mais elle revient. Une histoire simple l'illustre mieux que n'importe quelle théorie. Un père marche avec son fils en montagne. À un moment, l'enfant crie, et la montagne lui renvoie son cri. Il insulte alors, crie avec colère, et la montagne répond avec la même agressivité. Effrayé, l'enfant demande à son père pourquoi cela se produit. Le père lui dit alors de crier autre chose. L'enfant prononce un mot gentil, et la montagne lui renvoie cette gentillesse. Le père explique que ce n'est ni de la magie ni une coïncidence, mais une loi naturelle. Le monde répond au ton que tu utilises avec lui. Il en va de même dans la vie. Lorsque tu répands de l'agressivité, tu récoltes de la résistance. Lorsque tu agis avec respect, tu crées de la coopération. Lorsque tu choisis la gentillesse, tu construis des ponts invisibles. Tu ne traites pas seulement avec des personnes. Tu interagis avec une loi fondamentale de la réalité, la cause et l'effet dans les relations humaines. Ce que tu aimais revient. C'est pourquoi les environnements changent lorsque ta posture change. Les chemins s'ouvrent lorsque tu cesses d'avancer constamment sur la défensive. La gentillesse n'est donc pas un simple trait de caractère. C'est une stratégie de vie. Elle détermine qui reste à tes côtés, qui coopère, qui respecte, qui écoute. Non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu as créé cet espace. Tu récoltes de meilleurs environnements lorsque tu sèmes de meilleures attitudes. Non par naïveté, mais par intelligence émotionnelle. Si tu veux vivre avec plus de légèreté, commence petit, mais commence consciemment. Traite bien ceux qui n'ont aucune obligation de te traiter bien. Reste poli lorsque la grossièreté serait plus facile. Choisis de meilleures paroles lorsque l'impulsion réclame l'attaque. Chaque geste de gentillesse est un frein au chaos et un investissement silencieux dans ton avenir. Voici l'engagement pratique. Si cette habitude a du sens pour toi, écris dans les commentaires, je choisis d'agir avec respect. Ce n'est pas une règle morale, mais un nouveau positionnement face à la vie. Une stratégie de celui qui a compris le jeu. Car au final, le monde ne répond pas à la force de celui qui crie le plus fort, mais à la fermeté tranquille de celui qui n'a pas besoin de crier. Et la gentillesse, c'est exactement cela, la tranquillité de quelqu'un qui est si sûr de lui qu'il n'a pas besoin de blesser qui que ce soit pour s'affirmer. Numéro 7, réveille ton sens de l'urgence. À la clôture de l'année 2025, il vaut la peine de faire une pause et de constater à quelle vitesse le temps est passé. On a l'impression que c'était hier que tu faisais des projets, que tu promettais des changements, que tu imaginais à quoi ressemblerait cette année. Et pourtant, elle est déjà terminée. Elle ne reviendra plus. Ce temps a déjà été vécu, dépensé, refermé. Les anciens disaient que le temps fuit, qu'il s'échappe sans prévenir. Sénèque était très clair à ce sujet. Pour lui, la mort n'est pas quelque chose qui attend seulement dans un futur lointain. Elle se produit maintenant. Chaque jour qui se termine est un jour mort et enterré. Les 12 derniers mois sont partis pour toujours. Tu ne les récupéreras jamais. Cela peut sembler étrange au début, presque lourd, mais ce n'est pas une réflexion morbide. C'est une pratique libératrice. Les stoïciens appelaient cela memento mori, se souvenir de la mort pour apprendre à mieux vivre. Non pas pour avoir peur, mais pour se réveiller. Marc Aurèle disait, tu peux quitter la vie à l'instant même. Que cette pensée détermine ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Cette phrase n'est pas une invitation au désespoir. C'est une invitation à la responsabilité. Lorsque tu comprends vraiment que ton temps est limité, tu cesses de le gaspiller dans ce qui n'a pas d'importance. Tu commences à remarquer combien de temps tu dépenses dans des disputes vides, dans des tâches sans sens, dans des distractions qui ne mènent nulle part. Combien d'heures sont offertes à des préoccupations qui ne changent rien. Combien de temps est investi à vouloir plaire aux autres, à maintenir des apparences, à suivre des routines qui n'ont plus de raison d'être. Se souvenir de la mort change tout cela. Cela t'aide à dire non. Cela t'aide à prioriser. Cela t'oblige à choisir avec plus de soin où tu mets ton énergie. Lorsque la valeur du temps devient claire, le superflu perd de son poids.
Les opportunités continuent d'apparaître. Les distractions continuent d'appeler. Il y aura toujours quelque chose qui semble urgent, quelque chose qui paraît important, quelque chose qui promet beaucoup. Mais lorsque tu te rappelles que ton temps est fini, il devient plus facile de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Il devient plus facile d'investir dans ce qui construit, et non dans ce qui occupe simplement. Sénèque disait quelque chose de simple et de dur à la fois. Nous protégeons notre maison, notre argent, nos biens, mais nous sommes négligents avec notre temps. Nous agissons comme s'il était infini, alors qu'il ne l'est pas. La vie n'est pas courte par nature. Elle devient courte parce que nous en gaspillons une grande partie. Cette habitude sert précisément à cela, te rendre le véritable sens de l'urgence. Non pas la précipitation anxieuse, mais la clarté mûre. La conscience que trop repousser coûte cher. Que remettre la vie à plus tard est un pari risqué. Ce souvenir de la mort ne te paralyse pas. Cela te met en mouvement. Cela te rappelle de faire les changements nécessaires maintenant. De dire ce qui doit être dit. D'ajuster ta trajectoire tant qu'il est encore temps. De vivre de manière plus intentionnelle, plus présente, plus alignée avec ce qui compte réellement pour toi. Alors pratique cela. Chaque jour, même pendant quelques secondes, rappelle-toi que ton temps est limité. Utilise ce souvenir comme un filtre. Si c'était l'une de mes dernières années, est-ce que je passerais mon temps ainsi? Cette habitude clôt le cycle parce qu'elle donne du poids à toutes les autres. Quand le temps ne revient plus, tu écris avec plus d'honnêteté. Tu affrontes le difficile avec plus de courage. Tu organises mieux ta vie et tu agis avec davantage de conscience. Souviens-toi de la mort pour ne pas gaspiller la vie. Car le temps passe de toute façon. La différence réside dans le choix, le laisser simplement s'écouler ou utiliser chaque instant avec intention. Et si ce contenu t'a aidé à voir la vie avec plus de clarté, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à penser avec lucidité, à grandir avec constance et à construire une force intérieure, un jour à la fois.